Bonjour mes chers élèves. La séance d'aujourd'hui représente donc la suite du paragraphe 2 intitulé Le dysfonctionnement du marché du travail, cas du chômage. Dans ce paragraphe, nous avons déjà traité la définition du chômage, la mesure du chômage. Aujourd'hui, nous allons traiter les causes du chômage et ses conséquences. Les causes du chômage d'abord. On va traiter ce point à la lumière de l'approche théorique, l'explication théorique du chômage, et dans un deuxième point, on va traiter les autres causes du chômage. D'abord, l'explication ou l'approche théorique du chômage. On va traiter deux approches. D'abord, l'approche néoclassique et ensuite l'approche keynésienne. L'explication néoclassique du chômage. Les néoclassiques considèrent que le marché du travail est analogue à celui des biens et services et qu'il est en situation de concurrence pure et parfaite. L'offre de travail est fonction croissante du salaire et la demande de travail est fonction décroissante du salaire. La confrontation entre l'offre et la demande de travail sur le marché du travail permet de déterminer le salaire d'équilibre qui, selon les néoclassiques, doit assurer le plein emploi du travail. Selon les néoclassiques, le chômage, lorsqu'il existe, ne peut être que volontaire. Seuls demeurent au chômage les individus qui refusent d'accepter la baisse du salaire au niveau du salaire d'équilibre. Chaque fois que le libre fonctionnement du marché du travail est entravé par l'intervention de l'État ou par l'action des syndicats qui empêche la baisse des salaires, le chômage est déclaré. C'est donc, selon les néoclassiques, la rigidité des salaires et leur niveau trop élevé qui sont à l'origine du chômage. Pour illustrer cette notion d'équilibre du marché du travail, on va essayer de partir de l'exemple suivant. Soit un marché de travail dans lequel il y a 100 salariés, 100 unités de travail, on a pris ici un salarié, qui donc offre leur travail pour un salaire de 10 dirhams. L'offre cumulée de travail, OCW, sera donc de 100 salariés. Lorsque le salaire passe de 10 à 11 dirhams, il y aura 100 salariés supplémentaires qui vont porter l'offre de travail à 200 salariés. Lorsque le salaire passe de 11 à 12 dirhams, l'offre de travail augmente de 100 salariés et qui sera donc de 300 salariés et ainsi de suite jusqu'au niveau de 18 dirhams l'heure. Mais lorsque le niveau du salaire horaire est de 18 dirhams, il n'y a que certaines entreprises qui acceptent ou qui sont prêtes de payer 18 dirhams l'heure et leur demande se monte à 100 salariés. Lorsque le salaire passe
ou baisse de 18 à 17 dirhams, d'autres entreprises porteront la demande de travail, la demande cumulée de travail à 200 salariés. C'est le cas aussi lorsque le salaire baisse de 17 à 16 dirhams, la demande sera de 300, de 400, de 500, de 600 lorsque le niveau de salaire est de 13 dirhams, de 700, de 800, et la demande sera de 900 salariés si le niveau du salaire horaire est de 10 dirhams. Comme vous pouvez le constater, tous les niveaux du salaire, à l'exception du salaire de 14 dirhams l'heure, renvoient à des situations de déséquilibre du marché du travail. Sauf pour le salaire de 14, qui correspond à l'égalité entre la demande et l'offre de travail. Si le salaire, donc, dépasse 14 dirhams, on aura donc 400 salariés qui se trouveront en chômage. Et si le salaire est inférieur au niveau de 14 dirhams, certaines entreprises dont la demande est de 400 salariés ne vont pas trouver du travail, des travailleurs. Pour assurer l'équilibre sur le marché du travail, donc, il faut trouver le plein emploi. Pour assurer le plein emploi du marché du travail, il faut trouver un compromis. Ce compromis est le suivant. Il faut que ces salariés-là, qui sont au nombre de 400, acceptent une baisse du salaire de 18, 17, 16, 15 dirhams à 14. Et il faut aussi que ces entreprises qui ont déjà proposé des salaires inférieurs à 14 dirhams pour obtenir la main-d'œuvre nécessaire doivent faire donc des efforts pour porter le salaire à 14 dirhams. On aura donc les 400 salariés qui se trouvent en chômage qui seront utilisés par ces demandeurs d'emploi qui vont porter donc le salaire, qui vont essayer d'augmenter le salaire de 10, 11, 12, 13 pour porter le salaire donc à 14 dirhams. C'est pour cela que les néoclassiques considèrent que le salaire d'équilibre représente le salaire qui assure le plein emploi. Ces chômeurs que les néoclassiques appellent des chômeurs volontaires, qu'ils appellent un chômage, leur situation est appelée chômage volontaire, ils sont donc en situation de chômage parce qu'ils refusent de travailler avec le salaire d'équilibre. Le salaire d'équilibre, donc, où le marché de travail se trouvera en équilibre lorsqu'il y a une égalité entre l'offre et la demande de travail. Et le salaire d'équilibre sera de 14 dirhams. Pour représenter graphiquement ce tableau, on procède de la manière suivante. Comme vous pouvez le voir, l'offre de travail est une fonction croissante du salaire et la demande de travail est une fonction décroissante du salaire. Le point d'intersection entre les deux courbes permet de déterminer le salaire d'équilibre qui est de 14 dirhams et la quantité de travail d'équilibre qui est de 500 travailleurs. L'intervention de l'État sur le marché du travail et la fixation du salaire minimum. Lorsque l'État intervient sur le marché du travail en fixant un salaire minimum, dans notre cas 16 dirhams, l'offre de travail sera
où la demande de travail pour ce salaire de 6 dirhams sera de 700 salariés et la demande de travail sera de 300. Ainsi, selon les néoclassiques, l'intervention de l'État sur le marché du travail contribue à créer du chômage, puisque pour un salaire de 14 dirhams l'heure, la quantité de travail donc est de 500. Lorsque le salaire augmente à 16 dirhams, l'offre de travail, plutôt la demande de travail par les entreprises, par les employeurs, va baisser à 300. Donc l'État, par son intervention, a créé du chômage, un chômage de 200 salariés, plus le chômage, donc de 500 à 900, qui est un chômage volontaire. Pour le niveau du salaire minimum, l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. De nombreux salariés souhaitent travailler pour ce salaire, mais les entreprises refusent d'embaucher une main-d'œuvre qui leur paraît coûteuse. Ils embauchent alors le volume de travail correspondant à 300 et créent par conséquent le chômage. Selon les néoclassiques, il s'agit d'un chômage volontaire, car si les travailleurs acceptaient un salaire moins élevé que le salaire minimum, les entreprises embaucheraient tous ceux qui voulaient travailler avec le niveau du salaire d'équilibre. Pour les néoclassiques, un salaire minimum supérieur au salaire d'équilibre fausse le libre jeu du marché de travail, qui doit être régi par la flexibilité. Pour ce courant de pensée, le chômage est donc le résultat d'un dysfonctionnement du marché de travail. Quelles sont les solutions néoclassiques du chômage? D'abord, il faut appliquer la flexibilité au marché du travail, c'est-à-dire que les salaires doivent augmenter lorsque la demande de travail est supérieure à l'offre, ils doivent baisser lorsque l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Deuxième solution, la suppression du salaire minimum. Les néoclassiques sont contre l'intervention de l'État pour fixer un salaire minimum supérieur surtout au salaire d'équilibre. La souplesse de la législation du travail. La réduction de l'action et du pouvoir des syndicats, la baisse des charges patronales, la suppression de l'embauche dans le cadre des contrats à durée indéterminée et enfin, la liberté de licenciement des salariés pour adapter l'effectif des travailleurs à l'activité de production de l'entreprise. On passe maintenant à l'explication keynésienne du chômage. Pour les keynésiens, le chômage n'est pas le résultat d'un dysfonctionnement du marché du travail, mais plutôt le résultat d'un dysfonctionnement du marché de biens et services. Selon les néoclassiques, une offre de travail supérieure à la demande de travail doit entraîner la baisse des salaires. Cette baisse qui doit entraîner une augmentation de la demande de travail, qui doit entraîner par la suite une augmentation de l'emploi et une réduction du chômage. La réaction de Keynes à l'explication néoclassique du chômage est la suivante. Keynes refute cette analyse et considère que la baisse des salaires entraîne une baisse du pouvoir d'achat, qui va entraîner une baisse de la demande effective, qui à son tour entraîne un ralentissement de l'activité économique, et donc une baisse de l'emploi et une augmentation du chômage. Le chômage, selon Keynes, résulte donc de l'insuffisance de la demande effective. La demande effective peut être définie comme étant le niveau de la demande anticipé par les chefs d'entreprise. Le niveau de la demande effective représente
la base sur laquelle les chefs d'entreprise vont élaborer leur plan de production, leur plan d'investissement et par la suite d'emploi. La demande effective représente, selon Keynes, le moteur de l'activité économique. Le pessimisme des entreprises est la relance de l'activité économique. Si les entreprises sont pessimistes, c'est-à-dire qu'ils anticipent une demande effective faible, ils vont réduire la production future, réduire leur investissement, réduire le niveau de l'emploi, ce qui va entraîner une augmentation du chômage. Par contre, si les anticipations des entrepreneurs sont positives, c'est-à-dire s'il y a un optimisme des chefs d'entreprise, ceci va entraîner une anticipation d'une demande élevée et donc ils vont augmenter la production future, ce qui va entraîner une augmentation de l'investissement, de l'emploi et une réduction du chômage. Dans une période de récession, c'est-à-dire une baisse du taux de croissance, un ralentissement de l'activité économique, les entreprises et les ménages se font des anticipations pessimistes et l'économie se trouvera bloquée dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux dû aux anticipations pessimistes des agents économiques peut être schématisé ainsi. L'augmentation du chômage incite les ménages à réduire la consommation et augmenter l'épargne, ce qui va renforcer de nouveau le pessimisme des entreprises qui vont décider une baisse de la production, de l'investissement et de l'emploi, d'où une augmentation du chômage et l'économie se trouve donc bloquée dans un cercle vicieux puisque ni les entreprises ni les ménages ne sont incités à changer leur comportement. Cela justifie l'intervention de l'État pour stimuler la demande et ramener l'économie au plein emploi. La nécessité de l'intervention de l'État, cette intervention qui consiste en l'augmentation de ses dépenses publiques et une amélioration du climat général de l'investissement. L'amélioration du climat général de l'investissement va entraîner une stimulation de l'investissement privé, conjuguée à une augmentation des dépenses publiques. Cela va entraîner une augmentation de la demande globale et par la suite la relance de l'activité économique et la création de l'emploi. Le gouvernement peut accroître ses dépenses d'investissement, baisser les impôts, augmenter les revenus des ménages. La baisse des impôts et l'augmentation des revenus des ménages vont entraîner un accroissement du pouvoir d'achat et incitent les ménages à consommer davantage, ce qui va donc créer davantage de débouchés, c'est-à-dire des ventes, pour les entreprises et les inciter à embaucher, c'est-à-dire créer de l'emploi. De sa part, de son côté, la Banque centrale peut réduire son taux directeur, le taux d'intérêt directeur. Nous allons développer ces notions dans le cadre de la politique économique, monétaire et budgétaire. La Banque centrale peut réduire donc son taux directeur, ce qui va inciter les banques à réduire les taux d'intérêt et à prêter plus, ce qui incite les ménages et les entreprises d'avoir des crédits, de s'endetter, donc de dépenser plus. Ceci va créer par la suite des débouchés pour les entreprises et les inciter à
augmenter l'emploi. On passe maintenant aux autres facteurs qui expliquent le chômage. Parmi ces facteurs, on peut citer le ralentissement de la croissance économique du PIB et de la demande globale. Deuxième facteur, c'est l'accélération du progrès technique et du machinisme. Troisième facteur, l'accroissement de la population active suite à l'arrivée de plus en plus nombreuse d'une population en âge de travailler. Sur le marché de l'emploi, ou le comportement d'activité de la population, tel que par exemple la participation de plus en plus accrue de la femme à la vie active. Le facteur suivant, c'est la concurrence qui se traduit par le développement des investissements de modernisation et de productivité, l'utilisation du progrès technique, les délocalisations de la production vers d'autres pays qui créent des emplois dans les pays d'accueil au détriment des emplois du pays d'origine, les restructurations et le mouvement de concentration des entreprises telles que les fusions, les absorptions, qui conduisent à des réductions d'effectifs. Ensuite, il y a le déclin de certains secteurs d'activité ou de production, etc. L'inadéquation, le facteur suivant, entre le système de formation et les exigences du marché de l'emploi, c'est le cas au Maroc par exemple, où le système d'enseignement et de formation est très concentré sur l'enseignement général et ne suit pas l'évolution technologique qui modifie sans cesse les qualifications. Les politiques désinflationnistes adoptées par les gouvernements plutôt telles que la politique monétaire et la politique budgétaire de stabilisation et de rigueur. Et enfin, la politique de flexibilité qui a développé les emplois précaires et le chômage. On passe maintenant, après les causes, on aborde les conséquences du chômage. Les conséquences du chômage peuvent être des conséquences sur le plan individuel qui touchent donc le chômeur ou des conséquences sur le plan socio-économique. Sur le plan individuel, le chômage entraîne des difficultés matérielles dues à la baisse des revenus et entraîne aussi le surendettement du chômeur. Difficultés morales, repli sur soi, le suicide parfois, le divorce, des répercussions, le chômage entraîne des répercussions négatives sur l'éducation des enfants, leur alimentation, leur habillement, leur scolarité, les loisirs, etc. Le développement de certaines maladies telles que la nervosité, l'anxiété, l'angoisse, etc. La perte de repères et d'expérience pour le chômeur, l'exclusion sociale qui affaiblit les liens sociaux, risque d'emprisonnement pour ceux qui s'adonnent à des infractions telles que les vols, les crimes, etc. Sur le plan socio-économique global, le chômage entraîne un manque à gagner fiscal pour l'État, étant donné la faiblesse des revenus, la baisse de la demande, et l'État entraîne donc des charges supplémentaires pour l'État qui doit supporter les frais des plans d'emploi qui coûtent cher, le développement du secteur informel,
le travail au noir qui favorise l'évasion fiscale, l'instabilité sociale et l'accroissement de la pauvreté qui accentue la délinquance, l'analphabétisme et la violence, etc. Les disparités géographiques étant donné l'exode vers les régions qui présentent le plus d'opportunités, etc. La prestation d'aujourd'hui prend fin. Je vous remercie pour votre attention. La séance prochaine va porter sur l'intervention de l'État. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine séance.